Bien, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. On va peut-être attendre 5 minutes avant de commencer pour les quelques retardataires. Je m'appelle Henri Duchoil, je suis le président et fondateur de Formel. Euh, le plus simple pour maintenir la bonne connexion, sans doute, peut-être que j'essaierai de déconnecter la vidéo d'ici quelques minutes, quand tout le monde sera là. Pour l'instant, il y a 23 personnes, on avait pas mal d'inscrits, donc 70, donc j'attends que tout le monde arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, parfait. Alors. Donc je vais enlever ça et je vais parler directement dans les micros. Bon, écoutez, on va démarrer si vous voulez bien. Donc aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de parler dans la situation de retour au travail, de la problématique que peuvent rencontrer les RH à l'heure de la reprise et comment fédérer l'ensemble des collaborateurs grâce à vos salariés aidants familiaux. Alors, il faut savoir que 20% des effectifs des entreprises en France vont reprendre leur poste harassé, que ce soit en présence physique dans l'entreprise, mais c'est assez rare aujourd'hui. Ça sera plutôt en télétravail, vont reprendre leur travail de façon harassée et ces 20% représentent les aidants familiaux. Alors nous, Formel, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise, je m'appelle Henri Duchoil, je suis médecin de formation. Juste pour la petite histoire, pourquoi je me suis intéressé aux aidants familiaux? Parce que ma dernière entreprise était une start-up dans les tech-med que j'ai montée en 1998 et que j'ai revendue en 2012 à un groupe américain. Et pendant toute cette période, j'ai été aidant familial et j'ai accompagné mes grands-parents pendant 10 ans et j'ai trouvé ça extrêmement difficile, extrêmement dur, dans un contexte favorable puisque mon grand-père était un ancien médecin, ma grand-mère pharmacienne, donc j'étais dans une culture médicale avec aussi donc des ressources financières suffisantes. Et je me suis dit que pour les gens, les personnes qui n'avaient pas d'informations sur le sujet et qui n'avaient pas les ressources et qui en plus travaillaient, ça devait être très compliqué. Et donc on est parti d'une feuille blanche en 2012 et on a travaillé pendant 2-3 ans à essayer de comprendre quels étaient les besoins des aidants et comment on pouvait leur apporter des réponses. Et on a commencé à travailler avec des entreprises. On cite Airbus, le CNES, des caisses d'épargne, mais Airbus a été une entreprise pilote avec qui on travaille depuis des années maintenant, puisqu'on a vraiment démarré il y a 5 ans, en 2015. Alors pourquoi ce webinaire? Ce webinaire est à destination des entreprises pour les aider à se réapproprier le plus rapidement possible leur capacité de production. Et pour que leur capacité de production soit opérationnelle, il faut qu'il y ait un engagement de tous les collaborateurs donc, dans l'entreprise et que les effectifs soient unis et solidaires dans la démarche. Et on vous proposera donc à la suite du webinaire comment fournir un plan d'action qui peut être d'ailleurs finançable par certains de nos partenaires, groupements de protection sociaux avec qui nous sommes partenaires depuis quelques mois. Alors, Covid-19 reprise, c'est un contexte brutal et exigeant. Pourquoi? Parce que les entreprises n'ont pas fonctionné pendant 2 mois, elles sont en situation difficile, tout le monde le sait, il y a des aides partout, mais qui sont compliquées à avoir. Et l'objectif pour l'entreprise, c'est de pouvoir se réapproprier ses capacités de production avec un effort qui va être soutenu. Et dans le cadre de cet effort, le moral et l'adhésion des effectifs aux objectifs fixés donc, vont garantir l'efficacité, la pérennité de ce redémarrage. Et ça, c'est vital. Alors, un contexte brutal et exigeant. De notre côté, nous, on a accompagné près de 1000 salariés pendant ces 3 dernières années. Et le suivi régulier de plusieurs centaines d'aidants familiaux pendant le confinement nous a conduit à alerter les DRH sur une problématique générale à toutes les entreprises, c'est-à-dire que 20% de vos collaborateurs qui sont aidants familiaux, 20% de vos effectifs vont reprendre leur poste extrêmement fatigués physiquement et psychologiquement. On verra tout à l'heure pourquoi. Et pourtant, même si cela paraît être une contrainte, une difficulté pour l'entreprise, s'il y a une bonne stratégie qui est développée dans l'entreprise auprès de ses collaborateurs aidants, on s'aperçoit que contre toute attente, ces aidants familiaux peuvent être un levier pour inscrire l'entreprise dans des valeurs nécessaires qu'elle souhaite incarner et qui sont le miroir de sa marque employeur. Et ces valeurs, c'est des valeurs qui en plus ont été mises en avant pendant cette période de confinement. C'est la solidarité vis-à-vis du personnel soignant, c'est l'entraide entre voisins quand c'était possible, c'est la reconnaissance des actions qui ont été mises par ceux qui étaient soignants dans les hôpitaux. Alors,
Un contexte brutal, exigeant, on l'a vu. Qui sont les aidants familiaux? Alors peut-être parmi vous, beaucoup ne savent pas qui sont les aidants familiaux. Je salue l'arrivée de Michel Rofast, qui est le directeur de formation de la TECOR, avec qui nous avons travaillé. Bonjour Michel. Qui sont les aidants familiaux actifs? L'aidant familial est la personne qui accompagne de façon non professionnelle un proche pour ses activités de la vie quotidienne, quel que soit son âge ou sa pathologie. Il y a aujourd'hui, enfin il y avait en 2018 11 millions d'aidants familiaux. Toutes les études montrent qu'ils seront 17 millions à l'horizon 2025. C'est une donne sociétale qu'il faut prendre en compte, sachant que parmi ces aidants, globalement, la moitié travaille, ce qu'on appelle les aidants actifs, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a 5,5 millions d'aidants en France, 20% des salariés en 2018, et ils seront 25% en 2023, soit 6,9 millions d'aidants actifs. Alors les aidants, qui sont-ils et de qui s'occupent-ils? Dans 74-75% des cas, on va dire dans les trois quarts des cas, ils s'occupent essentiellement de leurs parents, donc de la génération plus 1, et dans 25% des cas, ils s'occupent à part égale, soit de leur conjoint, soit d'un enfant. On trouve aussi de façon un peu à la marge, mais de plus en plus fréquente, des aidants assez jeunes qui s'occupent de leurs grands-parents, et à l'inverse, des aidants actifs proches de la retraite qui s'occupent de leurs petits-enfants, donc génération plus 2 ou génération moins 2. Un aidant, en moyenne, s'occupe de son proche 25 heures par semaine, ce qui veut dire que quand il travaille, 35 heures plus 25, ça fait 60, donc ça représente une masse et une charge en stress qui est très importante, et ça a été identifié par deux entreprises qui s'occupent beaucoup de l'absentéisme, que sont Aiming et Willis Tower Watson, qui publient chaque année le baromètre de l'absentéisme, et qui ont identifié depuis 2 ans maintenant que les aidants faisaient partie des 3 grandes classes d'absentéisme. Globalement, il y a 3 types d'absentéisme. Un absentéisme lié aux maladies professionnelles et aux accidents du travail, mais qui, depuis la loi de 79, si je ne me trompe pas, se réduit petit à petit. Ensuite, un absentéisme lié aux risques psychosociaux. On peut dire que c'est un immense fourre-tout avec de multiples causes, mais dans lequel il y a certainement aussi des aidants cachés. Et la troisième grande catégorie, c'est le fait d'être aidant familial ou d'être porteur d'une maladie. Et c'est un coût individuel significatif pour l'entreprise. Si vous voulez poser des questions tout à l'heure, donc je vous dirai quelles sont les échelles de valeur pour une entreprise, par exemple, de 1000 salariés. Alors pourquoi on a mis un mot sur quelque chose que nos grands-parents faisaient naturellement? Et pourquoi on a mis le mot aidant familial sur l'accompagnement d'un proche? Parce qu'on est dans une transition démographique avec de nouveaux paradigmes. La transition démographique, c'est le rond de droite, c'est l'évolution sociétale avec des espérances de vie en hausse. Il faut dire qu'on vit dans une société où on n'a jamais rencontré un ratio entre les personnes âgées et les aidants actifs aussi important. Donc, jamais on a vécu avec autant de personnes âgées par rapport à la population active, avec aussi un critère qui a évolué depuis les années 70 de 7 ou 8% par rapport aux années 70, qui est la féminisation du travail. Ensuite, il y a eu des pressions financières depuis une vingtaine d'années qui ont été mises en place par les gouvernements. Ces pressions financières, c'est les contraintes de financement de notre modèle social et sanitaire, donc qui ont engendré donc une baisse de l'hospitalisation. Moi, je suis médecin de formation. Quand je faisais les remplacements il y a une trentaine d'années, oui, un peu plus, même 35 ans, je pouvais mettre à l'hôpital pendant 10 jours, 14 jours, ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui, au bout de 4 à 5 jours, on vous dit maintenant il faut partir. Donc, ça veut dire que l'État préconise l'hospitalisation et le maintien à domicile qui coûte beaucoup moins cher que l'hospitalisation. Et en fait, de nouvelles réalités médicales, la médecine a fait d'énormes progrès et des maladies qui étaient encore létales, mortelles il y a 30 ans sont devenues chroniques et s'inscrivent dans une durée dans le temps sur 5, 6, 7, 8, 10, voire 20 ans, avec un développement des maladies neurodégénératives liées au vieillissement de la population, où on a de plus en plus de maladies de type Alzheimer ou dégénérescence, du Parkinson, etc. Et l'apparition de nouvelles maladies chroniques liées à la pollution et à un certain nombre d'intoxications par des aliments qui sont souvent assez toxiques. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus dans notre société, de plus en plus, et qu'on en aura de plus en plus. Alors, quelques témoignages d'aidants avant le confinement. Donc, avant le confinement, nous, quand on accompagne les aidants, on a des verbatims, donc après les accompagnements et avant. Et en général, on trouve souvent les mêmes causes, les mêmes remarques, je veux dire. Hélas, les journées ne font que 24 heures, c'est le manque de temps. Donc, on a vu, c'est 25 heures plus 35 heures, c'est 60 heures. Sachant que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 2 tiers des aidants sont des femmes. Donc, en plus, si elles doivent s'occuper des enfants, ça fait des semaines à 70, 80, voire 100 heures. On m'a proposé de passer manager, mais j'ai préféré dire non. J'ai déjà trop de responsabilités liées à ma vie d'aidant. Donc, c'est
Très souvent, les aidants donc, se mettent en retrait de leur carrière professionnelle parce qu'ils n'arrivent plus à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Je gère 4 agendas, celui de mon directeur, celui de ma mère en perte d'autonomie, celui de ma fille adolescente et le mien. Donc, c'est encore une fois donc, un problème d'organisation, une difficulté dans l'organisation. J'ai dû quitter mon poste de travail en pleine journée parce que souvent l'aidant est appelé parce que son proche a eu un problème. Quand les managers le comprennent et qu'ils sont compréhensifs, ça se passe bien, mais parfois ça ne se passe pas très bien parce que les managers ne le comprennent pas. Ou je culpabilise de laisser ma femme toute seule toute la journée quand je pars au travail. La culpabilité est l'un des critères que l'on rencontre très souvent chez les aidants familiaux. La culpabilité quand ils sont au travail de ne pas être avec leurs proches et souvent quand ils rentrent le soir, la culpabilité de ne pas avoir fini leur activité professionnelle. Et on retrouve aussi chez les aidants donc, une certaine peur, une peur de la discrimination, c'est-à-dire qu'ils ne se confient pas à leur entreprise, ils en parlent très peu à leurs proches, collaborateurs ou à leurs collègues par peur de se sentir discriminés parce qu'ils se sentent en situation de faiblesse. Donc c'est quelque chose, c'est des freins qui sont importants et qu'il faut lever dans l'entreprise. Alors les aidants actifs avant le confinement, on l'a vu, donc c'est le manque de temps, le grand problème, c'est le manque d'informations sur les différentes aides, toutes les aides financières, que ce soit les aides de la MDPH, les aides de l'APA, les aides des groupements de protection sociaux, sur les aides humaines, la cartographie des différentes structures qui permettent d'avoir une aide humaine, soit une assistance au domicile, soit d'autres types d'aides. C'est une cartographie qui est extrêmement complexe, sur lesquelles on retrouve des structures qui sont en dimension nationale, mais aussi parfois des spécificités territoriales. Et dans certains départements, il y a des structures d'aide humaine qui n'existent pas dans d'autres départements. Sur les aspects juridiques que sont le tiers de confiance, les directives anticipées, la tutelle, la curatelle, si je dois mettre mon proche sous tutelle ou sous curatelle, comment je fais, à qui je m'adresse, à quel médecin référent, quelles sont les démarches à faire, c'est compliqué. Sur les aspects patrimoniaux aussi, comment puis-je disposer en collaboration avec ma fratrie du bien de mes parents pour le louer, pour pouvoir disposer de ressources pour mieux les accompagner, etc. Le manque de reconnaissance, ce sont des personnes qui travaillent énormément, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel auprès de leurs proches, et qui ne sont pas reconnus. Et la culpabilité, on l'a vu, donc quand ils ne sont pas avec leurs proches, ils se sentent coupables de ne pas être avec lui, et quand ils ne sont pas au travail, ils sont aussi coupables, souvent, quand ils sont chez eux, souvent coupables de ne pas avoir fait ou finalisé leur travail. Donc tout ça amène un surmenage, une fatigue, un stress, un burn-out, une dépression qui peuvent conduire à la perte des compétences dans l'entreprise et souvent à la perte de leur poste. Alors la perte de leur poste, elle n'est pas le fait de l'entreprise, c'est dans la majorité des cas une décision de l'aidant qui dit j'y arrive plus et qui choisit d'accompagner son proche plutôt que de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Or c'est important que l'aidant puisse conserver son travail puisque il faut savoir que les aidants consacrent 10 à 15%, voire 20% parfois de leurs revenus pour le reste à charge au profit de leurs proches. Pendant la période de confinement, ça a été encore plus compliqué. Alors, les aidants ont été encore plus impactés par le confinement que les non-aidants. Et surtout dans le contexte où, dans 75%, on l'a vu, ils accompagnaient leurs parents. Parce qu'on a constaté qu'il y avait un grand stress lié à l'impossibilité d'aller voir leurs parents à l'établissement, puisque le confinement interdisait d'aller le voir. Donc, ils étaient extrêmement inquiets de ce qui se passait avec un énorme stress. Ou alors, quand ils avaient leurs parents à domicile 24 heures sur 24, avec des parents qui ne pouvaient plus avoir les consultations médicales, qui étaient angoissés, qui étaient stressés, ou qui leur posaient des questions toute la journée, c'était extrêmement compliqué. Quand c'était des enfants, c'était en difficulté, comme par exemple un enfant autiste. Gérer un enfant autiste 24 heures sur 24, c'est très complexe. Et paradoxalement, ils n'avaient plus cette possibilité d'aller quelque part souffler en allant travailler, donc en essayant d'avoir un autre lien social. Il faut savoir que l'aidant, très souvent, est isolé, n'a pas de lien social, et que le travail reste encore un des rares liens sociaux. Il n'avait plus ce sas de décompression que représente le lieu de travail. C'est un paradoxe de la situation quand on dit que les aidants ont du mal à concilier vie personnelle et vie professionnelle, mais le fait de travailler est aussi une source de lien social et de soulagement. Alors, les aidants actifs, pièce stratégique de la reprise. En quoi le fait qu'on puisse agir auprès de ces aidants actifs peut aider l'entreprise à l'heure de la reprise? Il est important de pouvoir soutenir 20% de ses effectifs. Donc, on l'a vu, 20% des salariés dans une entreprise avec une répartition homme-femme traditionnelle et une moyenne d'âge de 45-50 ans, on retrouve 20% de salariés. On a travaillé avec des structures comme le siège du groupe La Poste à Paris, où la moyenne d'âge était beaucoup plus élevée, de l'ordre de 53 à 54 ans, où il y avait une très forte proportion de femmes, et où la proportion d'aidants, il y a déjà quelques années, était de 33%. Donc, en fonction de la typologie d'entreprise, on peut avoir des proportions d'aidants qui augmentent. Et ne pas laisser sombrer 20 à 25% de son effectif, les aidants actifs,
sont ceux qui ont été les plus impactés par le confinement, nous paraît être quelque chose d'essentiel. Parce que pour rallier à des valeurs de solidarité, de reconnaissance et de partage, il faut que tout le monde soit impacté. Donc, et des collaborateurs dont le statut les oblige à développer des qualités rares d'empathie, de priorisation, de résilience et plus généralement les soft skills vont être des leaders aussi vis-à-vis des autres collaborateurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire de ces 20% de collaborateurs des leviers vertueux en tant qu'ambassadeurs auprès des autres 80% de l'entreprise qui, de toute façon, seront un jour ou l'autre aidant familial. Et de plus en plus maintenant dans la population, tout le monde se dit un jour ou l'autre, j'aurai mes parents très certainement accompagnés ou quelqu'un de ma famille qui sera malade, un proche, un conjoint, un frère ou une sœur. Donc, ça, c'est d'une part, donc c'est de pouvoir valoriser ces aidants, de pouvoir leur apporter des outils pour qu'ils soient au mieux dans la conciliation vie personnelle et vie professionnelle et qu'ils soient les ambassadeurs vis-à-vis des autres salariés qui, de toute façon, savent qu'un jour ou l'autre, ils risquent d'être aidants familial. Et surtout, éviter l'effet domino destructeur de la dynamique d'équipe. Dans une cohésion, dans une équipe, ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est la cohésion des équipes. Si vous avez une équipe de 100 personnes et que vous avez 20 personnes qui sont en situation de difficulté, entre guillemets, je vais dire des maillons faibles, temporairement, donc ils ne sont accompagnés, et bien, la valeur de la performance globale de l'équipe va être impactée. Et souvent, les DRH me disent, oui, mais moi j'ai 20% des dents, d'accord, je suis d'accord, mais c'est à la marge, ce n'est pas ma priorité. Je leur dis, oui, mais attention, ce qui vous paraît être à la marge risque d'impacter sur la performance globale du groupe. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Et c'est pour ça qu'obtenir l'engagement de tous pour atteindre les objectifs est une priorité. Alors, comment faire de vos aidants les ambassadeurs de vos valeurs pour retrouver un niveau de performance? Les Américains ont déployé une échelle qui montre que si on a des actions positives en matière de qualité de vie au travail, de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, ce qu'on appelle ces 2 VP, eh bien, l'ensemble des collaborateurs, chaque collaborateur donc, dans le groupe va être tiré vers le haut et va générer une traction positive à la performance. Ça veut dire qu'on va générer aussi donc, une traction positive vers le haut du projet de service ou d'entreprise. En revanche, si on laisse les collaborateurs descendre vers le bas, si on n'a pas d'action en matière de QVT, de conciliation vie perso et plus généralement de RSE, donc on va faire baisser le projet de service ou d'entreprise et baisser la performance. Et ces 20% de salariés dans familiaux, quand ils ont été accompagnés, qu'ils savent qu'ils peuvent en parler dans leur entreprise, trouver des solutions, être aidés. Alors, on n'aime pas trop le terme aider, on est plutôt accompagnés. Mais non seulement ils sont reconnus, ils sont valorisés, ils deviennent plus performants, moins absents, ils retrouvent du sens au travail, ils sont fiers d'être aidants et ils sont fiers de leur entreprise. Alors, fiers d'être aidants et fiers de leur entreprise, ça, c'est une remarque qui a été faite par les salariés de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, à qui un jour, lors d'un forum d'aidants que l'on a formé, on a formé plus de 80 salariés à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On leur demandait si vous aviez 2 choses à résumer, on avait fait 2 phrases à dire pour résumer ce que vous a apporté l'accompagnement et la démarche de votre entreprise. Ce serait quoi? Et ce sont eux qui nous ont dit, maintenant, je suis fier d'être aidant et je suis fier de mon entreprise. Ce qui veut dire qu'à partir de là, c'est un sujet de communication corporate sur le sujet pour l'entreprise, mais il y a aussi une communication un peu plus informelle, mais qui est très performante, qui est le bouche à oreille dans l'entreprise, qui va fonctionner, et aussi une communication par les IRP. En général, on a un consensus avec les IRP, les représentants du personnel, sur la question des aidants et la direction de l'entreprise. Donc, on va valoriser la marque employeur pour l'ensemble des salariés. En fait, on inverse la règle des 80-20, la règle de Pareto. Il est d'usage de dire que quand on fait 20% d'erreurs, on met 80% du temps à les réparer ou à les rattraper. Là, en s'occupant de 20% des salariés, on va apporter une image dynamique, un impact dynamique sur les 80% des salariés. Alors, cette démarche, c'est une démarche qui doit s'inscrire dans l'appropriation de l'entreprise, donc dans une démarche d'appropriation du sujet, je veux dire. Ce qui veut dire qu'il faut que les espaces de l'entreprise dans lesquels il faut agir concernent tout le monde. Donc, bien évidemment, les directions et les directions de ressources humaines et les RH, bien évidemment aussi les managers, mais aussi le service de santé au travail et les services sociaux que sont les assistantes sociales et le comité d'entreprise, enfin le CSE maintenant, en impliquant aussi les ERP et les représentants du personnel qui peut être médiateur souvent dans la négociation ou l'approche d'un salarié vis-à-vis de son directeur de ressources humaines, de son manager, quand celui-ci n'ose pas donc avoir un dialogue direct, encore une fois, par peur de la discrimination. Alors, comment réagir et quel est le plan d'action? Pour dérouler un plan d'action de valorisation des aidants dans l'entreprise, ça demande une très bonne synchronisation avec une chronologie des interventions qui est importante. D'abord, il faut déployer une communication active, multiple, sur tout support, à la fois sur les supports digitaux de l'entreprise, mais l'affiche à la machine à café, les flyers de l'ascenseur,
et dans les salles de café. Ça marche aussi très bien avec une communication qu'on doit adapter. Nous, on a fait pas mal d'erreurs au début quand on a commencé. Je cite une anecdote chez Airbus, quand on a commencé la communication avec Airbus, la première fois, sur un site de 3000 personnes à Saint-Martin, à Toulouse, Airbus a communiqué en disant vous êtes aidant familial, votre entreprise s'engage, nous organisons une conférence de sensibilisation sur le sujet. On attendait 200 à 300 personnes, on a eu 15 personnes. Donc on s'est dit, ouf, on s'est trompé, finalement les aidants, ça n'existe pas, il n'y en a pas, etc. Bon, on a fait des brainstorming jusqu'à ce qu'un de nos stagiaires, comme quoi il faut toujours écouter tout le monde, nous a dit, mais peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient aidants. Et donc on a refait une campagne de communication avec Airbus, on leur a dit, écoutez, laissez-nous avoir un peu la main sur la campagne. On a fait aussi chez la TECOR, je pense que chez la TECOR, Michel Rofast pourra faire une remarque s'il est toujours en ligne sur webinar. Ça a été l'une des entreprises où on a fait une des communications les plus larges, les plus ciblées et les plus pertinentes auprès des aidants. On a communiqué en disant vous accompagnez un proche en perte d'autonomie, c'est un de vos parents, un conjoint, un enfant en difficulté, vous êtes aidant familial, un héros des temps modernes, comme le dit le sociologue, j'ai oublié son nom, peu importe. Et du coup, les personnes se sont reconnues. Donc, il est important de pouvoir communiquer et que les aidants se reconnaissent dans la communication. S'il ne se reconnaît pas, il ne viendra pas. Donc, l'objectif de ces conférences de sensibilisation, c'est de leur apporter un certain nombre d'informations sur les aidants en général en France, sur le fait qu'ils ne sont pas seuls, parce que souvent les aidants, comme ils passent du travail à l'accompagnement de leurs proches, du proche au travail, ils ont l'impression d'être tout seuls et leur montrer qu'ils sont 11 millions en France et que dans leur entreprise, ils sont dans une entreprise de 100 personnes, il va y en avoir 20. S'ils sont dans une entreprise de 1000 personnes, il y en aura 200 en moyenne. Donc, ils ne sont pas seuls, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il faut leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Ça permet aussi de les valoriser, de montrer les premiers dispositifs qui existent dans l'entreprise, montrer que quelque chose est fait et montrer que l'entreprise s'engage sur le sujet. Et ça permet aussi à l'entreprise, au travers d'un questionnaire que l'on fait, d'identifier ses collaborateurs aidants familiaux et tout ça dans une reconnaissance et une valorisation. Il est important de former les managers sur le sujet, d'abord pour qu'ils prennent conscience de ce qu'est la question des aidants à l'échelle nationale, de ce qu'est la question des aidants dans l'entreprise, quels sont les impacts sociétaux, quels sont les impacts économiques dans l'entreprise et quels sont les risques pour l'entreprise. Sachant que le manager il est au carrefour de la difficulté que peut rencontrer le salarié aidant dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle, mais aussi des impératifs que lui demande l'entreprise en matière de performance et de productivité. Et enfin, accompagner les salariés par divers outils, qui sont des outils digitaux, de présentiel qu'on verra plus tard. Donc, ce qui est important, c'est cette séquence de synchronisation. Il ne faut pas se rater là-dessus. Et quand l'entreprise s'engage, si on fait une session de sensibilisation, il faut que derrière soient déjà prévues les premières démarches d'accompagnement pour pas que les salariés soient déçus. Alors, comment réagir? Quel est le plan d'action? Dérouler le plan d'action d'accompagnement, on l'a vu, donc c'est leur apprendre qu'ils ne sont pas seuls, c'est les réunir afin que se développe une certaine solidarité. Souvent, les collègues qui travaillaient dans le même bureau ne s'étaient jamais parlé du sujet, ou ne s'étaient pas reconnus et se reconnaissent, et du coup, ils ont un échange sur le sujet. Apporter une boîte à outils et des solutions sur les différentes aides juridiques, les aspects humains, les aspects fiscaux, sur le répit, l'importance de montrer aux aidants qu'ils doivent s'autoriser à se reposer, sur la relation avec le médecin, avec le corps médical, enfin sur la relation tripartite, ce qu'on appelle nous le trépied, c'est l'aidant. Et en fait, c'est même un tabouret avec 4 pieds, donc on va faire évoluer notre image. C'est l'aidant, le corps médical, l'aidé et la famille, parce que la famille est importante, parce que il faut pouvoir mettre en place des conseils familiaux, parce qu'à un moment, quand l'aidant est épuisé, la première ressource à laquelle il peut, c'est la famille pour qu'il vienne nous soulager. C'est les amener à prendre soin d'eux, à évaluer leur niveau de fatigue et à se reposer quand c'est nécessaire, et mesurer avec eux les progrès enregistrés pour leur montrer la performance, à la fois dans la conciliation de leur vie perso et vie pro, mais aussi dans la performance de l'accompagnement avec le proche. Et organiser les communications bien évidemment avec le corps médical, avec la famille, on l'a dit, mais aussi les communications non verbales, en particulier dans les maladies neurodégénératives, où il faut apprendre à l'aidant à communiquer de façon non verbale, c'est-à-dire quand il arrive à la maison un soir d'été, que l'aide familiale est partie dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer et que son seul souci à l'aidant, c'est de savoir si son proche a bu à la dernière demi-heure. Si ce proche est dans une situation de maladie d'Alzheimer évoluée, il aura des difficultés à reconnaître la parole, mais pas les mimiques ni les postures. Et si l'aidant un peu énervé de sa journée lui dit « t'as bu aujourd'hui », le proche ne comprendra pas, ne va pas lui répondre. L'aidant va s'énerver, le proche va paniquer, et donc on rompt la communication. Si on apprend à l'aidant
en revanche que dans cette démarche, eh ben, il faut qu'il se calme, qu'il arrive avec un sourire, une attitude de bienveillance, et que quand il demande tu as bu, il mime avec un verre le fait de boire, l'aidant comprendra la mimique et répondra oui. Donc on garde un niveau de communication, et ça procède aussi à l'équilibre au travers de ce maintien de la communication avec son proche. Donc tout ça pour dire que dès lors qu'on a identifié les aidants, il faut les accompagner. Alors quel résultat attendre? Ben, c'est amélioration de l'engagement de l'entreprise sur ce sujet et de la marque employeur au travers de ses valeurs de solidarité, d'entraide et de reconnaissance. Mettre en avant ces valeurs permet aussi de faire que vos salariés vont porter le message de ces valeurs et donc de la marque employeur au travers, en tant qu'ambassadeur, au travers des autres collaborateurs. Et quand on porte une marque employeur, on porte aussi une marque produit, que ce produit soit un produit physique ou un service. L'expérience formelle sur ce sujet montre que vos aidants, vos ambassadeurs, donc pour permettre de créer cette dynamique dans le cadre du retour à l'emploi, dans le cadre Covid-19, pardon, de montrer que l'entreprise tient compte des changements de paradigme, tient compte des évolutions sociétales, tient compte des risques sanitaires et qu'elle s'implique, et qu'elle se remet en question et qu'elle remet en place un modèle, est un modèle vertueux, donc en communiquant vers les aidants, vers les managers et vers les autres salariés. Et ça va permettre de définir un périmètre vertueux avec une fierté d'appartenance, une fierté d'être dans cette entreprise, une reconnaissance vis-à-vis de ces directions, une loyauté qui seront des valeurs qui vont être véhiculées dans l'entreprise par les aidants sur les autres collaborateurs. Et s'occuper de ceux qui sont le plus en difficulté permet donc que l'ensemble du personnel et de ses représentants va apprécier la démarche. Et surtout, c'est encore une fois éviter l'effet domino destructeur de la rupture de la chaîne de valeur, du maillage des collaborateurs par la fédération de ce réseau de soutien. Donc, et ces démarches vont aider les DRH dans cette phase inédite et brutale liée à la reprise. Phase inédite et brutale que l'on n'a pas connue depuis, je pense, la guerre de 1940, de 1939-1945. Il y a des bénéfices à long terme. Il y a des bénéfices pour l'aidant, bien évidemment, pour lui-même, parce qu'il se sent reconnu, valorisé, retrouve du sens au travail, il s'absente moins. Il faut savoir qu'en matière d'absentéisme, l'aidant familial, la moyenne d'absentéisme en France est 17 jours. Et l'aidant familial s'absente jusqu'à 30-35 jours. Et en général, on parle de 40 jours de non-productivité avec le présentéisme, c'est-à-dire quand l'aidant est occupé à des tâches pour son proche alors qu'il est sur son poste de travail, avec une répartition entre présentéisme et absentéisme qui est difficile à mesurer, mais en général, on estime, les différentes études montrent, et je crois que c'est la Maïf qui avait fait une étude là-dessus, ou MMA, je ne me souviens plus, mais qui avait montré que par rapport aux 17 jours, la moyenne était de 13 jours de plus, donc on arrivait à 30 jours d'absence. Sachant que dans ce contexte, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais des études ont montré que le coût d'un salarié aidant familial varie entre 5 000 et 8 000 euros par an, un coût direct et indirect. Ce qui fait pour une entreprise de 1 000 personnes, le coût varie entre 1 million et 1 million par an. Donc l'objectif, c'est d'apporter des gains et une certaine pérennité de la démarche qui vont générer une baisse d'absentéisme significative des aidants, des actions fortes de RSE, de QVT et d'égalité et mixité professionnelle, puisque 2/3 des aidants sont des femmes, de protection de la santé des aidants. On n'a pas cité les chiffres, mais je vous le dis oralement. Les études, notamment anglo-saxonnes, montrent que quand on est aidant familial, on a 63% de risque supplémentaire de développer une pathologie organique ou métabolique, un diabète, une hypertension, une surcharge pondérale, voire des addictions liées à ce stress, et que quand on accompagne les aidants, on fait baisser de façon très significative cette charge. Notamment aux États-Unis, donc chez, pas Microsoft, mais chez Deloitte et Touche, ils ont fait une étude où ils ont montré qu'en accompagnant leurs salariés aidants, ils faisaient baisser les taux de remboursement santé de 9 à 10%, ce qui est énorme, parce que les aidants étaient moins malades et consommaient moins. C'est développer la marque employeur, qui va être portée auprès de tous les salariés par les aidants accompagnés. On l'a vu, c'est la loi de Pareto inversée, et c'est valoriser les marques. Alors l'expérience formelle, nous l'avons éprouvée et nous l'avons fait évoluer au fur et à mesure. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, et je ne sais pas si Caroline, l'une de nos formatrices, est en ligne, mais je crois qu'elle l'est, le modèle d'aujourd'hui a considérablement évolué par rapport au modèle il y a 4 ans, il y a 5 ans quand on a démarré. On a accompagné plus de 1000 salariés. C'est vrai que ça a été compliqué parce que beaucoup de directions de ressources humaines n'étaient pas au fait de la question des aidants, ne connaissaient pas le sujet parce que les aidants n'en parlaient pas, qu'on en parlait peu dans la presse. Maintenant, il se passe très peu de temps que la question des aidants n'est pas abordée par la presse. Donc, on a accompagné en 5 ans près de 1000 salariés auprès de 30 entreprises et qui sont filiales informelles.
avec une réponse qui est une réponse à 360 degrés, donc c'est-à-dire qu'on apporte des réponses sur l'aide à la communication dans l'entreprise, à l'identification des collaborateurs, à la formation des managers, à la formation des salariés, donc au travers d'une application mobile qui est en fait une web app dans laquelle, à la marque de l'entreprise peut communiquer ses valeurs auprès des collaborateurs, où les aidants peuvent avoir accès à tous les dispositifs qui sont mis en place dans l'entreprise, au point de contact dans l'entreprise à qui ils doivent s'adresser pour demander un congé solidarité, un congé proche aidant, une loi Matisse et un don de RTT, etc. On a 150 vidéos qui permettent de répondre aux questions sur les aides financières, sur les aides humaines, sur le répit, sur comment choisir un établissement de retraite, sur le projet établissement, etc. Une échelle de mesure de la fatigue et 2 assistances téléphoniques, une technique où on les assiste sur les démarches administratives et une autre assistance téléphonique qui est ouverte, qui est en partenariat avec l'hôpital de Toulouse, qui est ouverte tous les jours de 18h à 22h et qui permet aux aidants d'avoir une assistance psychologique de 18h à 22h, puisqu'on a 17 psychologues qui sont à l'aide. Et ce protocole a été éprouvé, qualifié, validé, à tel point qu'aujourd'hui, 2 groupements de protection sociaux, alors pour l'instant, je ne vous dirai pas, parmi les 3 plus gros, il y en a 2, ont choisi d'être formels pour être partenaires. Et dans le cadre de ce partenariat, ces groupements de protection sociaux financent auprès de leurs entreprises adhérentes en retraite complémentaire toutes des actions en présentiel de formel. Alors, non pas le digital, mais tout ce qui est en présentiel. C'est intégralement pris en charge. Alors, je dis présentiel, qui aujourd'hui se transforme en distanciel, puisque nos équipes sont en train de faire évoluer notre modèle et on est en train de redéfinir et de saucissonner notre programme pédagogique, non pas en journée, mais en session distancielle, avec des liens donc, digitaux qui permettent de travailler sur les questionnaires, etc., et d'avoir des sessions d'1h30 ou de 3 heures. Et donc, au lieu d'avoir 2 jours de formation avec 4 mois de suivi et une demi-journée de bilan, on a une dizaine de sessions, 10 sessions d'1h30 ou 5 sessions de 3 heures. Et un plan d'action pendant 4 mois avec un suivi, donc, et une session de débrief et de bilan au bout de 4 mois, de 3 heures aussi. Alors, à l'heure de la reprise, donc, c'est un peu le résumé. Donc, on est en distanciel avec l'application mobile. Je crois qu'on ne va pas s'étendre là-dessus puisqu'on en a parlé sur les différents aspects de ce qu'apporte à la fois le présentiel et cette réponse à 360 dans l'entreprise. L'objectif, encore une fois, étant que l'entreprise puisse s'approprier le sujet donc, et que tous les acteurs de l'entreprise, à la fois au niveau des directions, des RH, des DRH, des RH, des RRH, des services médicaux sociaux qui sont importants parce que ce sont des acteurs, notamment la science sociale, qui permettent d'identifier les aidants. Et voilà quelques références avec qui on a travaillé, d'Airbus, des banques, le CNES, l'ADSI du ministère du Travail, des centres hospitaliers. Donc, on travaille à la fois avec des collectivités territoriales, avec de la fonction publique hospitalière, avec des entreprises privées, avec des banques, des PME de taille, enfin, pas des PME, oui, enfin, de taille significative, puisque je crois que l'entreprise avec le moins de salariés avec qui on a travaillé aujourd'hui était de 500 salariés et les groupes les plus importants avaient 100 000 salariés. Et on s'intéresse beaucoup aujourd'hui sur un modèle qu'on est en train de définir, de travailler avec les PME et les TPE qui ont très certainement un besoin très important d'assistance et d'accompagnement dans ce domaine. Et je vous remercie de votre écoute et je suis maintenant à l'écoute de vos questions dans le chat. Alors, les questions, elles sont là. Existe-t-il un statut pour les aidants? Alors, il n'y a pas véritablement de statut pour les aidants aujourd'hui. Il y a des reconnaissances. Alors, je ne suis peut-être pas le mieux qualifié pour parler. C'est dommage que Caroline ne soit pas avec moi, mais elle est en télétravail. Elle doit écouter. Il n'y a pas vraiment un statut. Il y a une reconnaissance aujourd'hui. Il y a un pré-statut qui est fait par les différentes lois, notamment d'octobre 2019, qui commence à reconnaître, je dirais, la position des aidants sans que ce soit devenu un véritable statut. Je pense que ça va petit à petit arriver, mais ce n'est pas encore le cas. En revanche, il y a une reconnaissance sociétale puisqu'il y a une obligation d'inscrire maintenant la question des aidants dans la politique de RSE des entreprises. Donc, c'est un début de reconnaissance. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un véritable statut pour les aidants aujourd'hui. Il y a une définition européenne de la charte de la COFACE des aidants, mais le statut des aidants tel qu'on le définit par un statut juridique n'existe pas encore à ce jour. Alors, je navigue entre le chat et les questions. Vous avez d'autres questions? Merci Caroline de me dire que c'est ça. Tu es plus performante que moi pour répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Ah, une autre question.
Comment identifier les aidants? Ah, mais ça, c'est une excellente question. On l'a vu, hein. Alors, je repasse les choses dans leur contexte. Quand on est aidant familial, la plupart du temps, c'est paradoxal parce que d'abord, il faut savoir que 60% des aidants ne mettent pas le mot aidant sur leur situation. Donc, ils vont me dire à leurs collègues, je suis fatigué parce que je m'occupe de ma mère, mais ils n'ont pas mis le mot aidant. Donc, si on va avoir une stratégie de communication sur les aidants, il faut pouvoir communiquer dans l'entreprise sur le sujet en permettant aux collaborateurs de se reconnaître derrière ce statut d'aidant, cette position d'aidant. Donc, comme on l'a dit, une communication qui permet de dire vous accompagnez un proche en perte d'autonomie, vos parents, votre conjoint, vos enfants, vous êtes aidant familial. Ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième, c'est de montrer que c'est une nouvelle norme sociétale et c'est l'objectif des sessions de sensibilisation, des conférences de sensibilisation, pour leur dire vous n'êtes pas seul, c'est une nouvelle donne sociétale qui évolue. On sera tous un jour ou l'autre aidant familial. Le job d'aidant que vous faites est un merveilleux job parce que vous le faites par amour, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Dans la majorité des cas, les aidants familiaux le font par amour pour un proche. Et donc, dédramatiser la situation et leur permettre de se sentir déjà reconnus et un peu valorisés et de lever les freins sur la peur de la discrimination et de leur dire c'est normal que vous absentiez souvent, vous êtes fatigué. Et quand vous appuyez sur le bouton arrêt maladie, c'est parce que soit vous n'avez plus de congé et vous avez des démarches à faire, vous ne savez pas comment faire, soit parce que vous n'en pouvez plus. Donc, dédramatiser la situation et les valoriser. Et ensuite, au travers de ces sessions de sensibilisation, à la fin, on remet des questionnaires, donc, ou on leur demande s'ils sont satisfaits de la conférence, d'une part, et d'autre part, s'ils souhaitent aller plus loin, être accompagnés, être suivis, et dans ce cas-là, ils s'inscrivent, et donc on remet un rapport à l'entreprise en disant, voilà, les collaborateurs qui demandent à suivre une formation ou être abonnés. Un conseil pour embarquer la direction sur le sujet des aidants afin de mettre en place des actions. Alors souvent, les directions, mais ça dépend un peu de la mentalité de la direction et de sa stratégie en matière d'entreprise. Si elle a une véritable stratégie de s'intéresser donc aux nouvelles donnes sociétales, de mettre en place de nouveaux paradigmes en matière de RSE, de mettre en avant les nouvelles valeurs qui sont développées notamment par cette histoire de Covid-19, on peut effectivement les embarquer sur ces démarches de RSE, de QVT, d'égalité mixte professionnelle, de marque employeur, de marque tout court produit, parce que un consommateur qui va acheter un produit, une entreprise qui communique sur ce qu'elle fait pour ses interactifs, c'est important. Et parfois, le sujet qui les intéresse le plus, c'est les aspects économiques. Et nous, on a un retour aujourd'hui d'expérience qui est un peu qui est assez empirique, mais on est en train de travailler avec des structures spécialisées. En fait, on estime qu'on est capable de faire baisser, on a mesuré de façon un peu empirique dans des entreprises, mais on fait baisser globalement l'absentéisme des collaborateurs aidants familiaux entre 50 et 70%. Donc, quand vous savez qu'un collaborateur coûte entre 5 000 et 8 000 euros, ben, vous diminuez l'ardoise de 4 000 à 2 500 euros par salarié aidant. Donc, c'est très significatif. Donc, parfois, c'est l'engagement économique et l'économie qui permet de mettre en place cette démarche. Mais c'est aussi, donc, alors, je ne l'ai pas dit, mais la majorité, l'âge des aidants, c'est 50 ans en moyenne. C'est globalement la moitié des personnes qu'on accompagne ont 50 ans et plus, et l'autre moitié entre 40 et 50. Enfin, deux tiers entre 40 et 50 et le tiers qui reste sur l'autre moitié à moins de 40 ans. Donc, il est important aussi de pouvoir gérer aussi cet absentéisme. Il faut savoir qu'en matière d'absentéisme, juste pour vous donner une image, et après je répondrai à la nouvelle question qui vient d'arriver, l'absentéisme chez les seniors en général, c'est un absentéisme qui est assez plus facile à gérer et à compenser qu'un absentéisme junior. Pourquoi? Parce que les seniors, en général, s'absentent moins souvent, mais sur des durées plus longues. Donc, on peut anticiper et mettre en place des solutions de remplacement. Chez les juniors, l'absentéisme, il est souvent de très courte durée, 2, 3, 7 jours, une seule journée, mais il est très fréquent. Et on retrouve chez les aidants familiaux, donc au plus de 50 ans, un absentéisme de type junior, c'est-à-dire des absences qui durent peu de temps, mais qui se révèlent très fréquemment. Ces absences, elles sont très difficiles à compenser, et donc elles coûtent très cher à l'entreprise. L'accompagnement des aidants de question est à l'initiative de la DRH ou plutôt des responsables RSE ou même du CSE. Ça dépend des entreprises. Normalement, ça devrait être à l'initiative de la direction et des DRH. Mais, alors, RSE, c'est souvent des RH qui dépendent de la direction des ressources humaines, mais en général, c'est la direction des ressources humaines qui peut déléguer effectivement à son responsable RSE ou à son responsable QVT
voire santé au travail, les actions de mise en place ou du moins la sensibilisation de la direction générale et du COMEX. Mais le CSE a un rôle important parce que aujourd'hui, depuis les lois Macron, il faut savoir que la question des aidants doit être obligatoirement inscrite au dialogue social. Donc, il est important aussi de mettre en place une politique de communication et de sensibiliser et d'informer le comité d'entreprise et les représentants du personnel dans le seul objectif aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait un consensus entre la direction et les représentants du personnel sur le sujet des aidants. Chez Airbus, par exemple, il y a eu un consensus sur ce sujet avec le syndicat chez Airbus Opération, qui est le syndicat majoritaire qui est Force ouvrière, où ça s'est très bien passé donc, sur la question des aidants. Et d'ailleurs, chez Airbus Opération, la communication sur les différentes actions qu'Airbus met en place, notamment les dates de sessions de formation, etc., sur leur site My Plus Learning, sont souvent relayées par le comité d'entreprise. Donc, c'est important. En fait, il ne faut oublier personne. Après, pour nous, c'est difficile de dire qui doit s'en occuper. Pour nous, en premier, c'est la direction des ressources humaines qui doit s'en occuper. Dans la mesure où elle est en lien régulier aussi avec les services sociaux, puisque dans les entreprises où il y a des assistantes sociales, régulièrement, il y a des réunions mensuelles pour faire remonter les informations sur ce qui se passe dans l'entreprise et ce que rencontrent les assistantes sociales en matière de difficultés personnelles ou des difficultés dans l'entreprise, notamment en matière de burn-out des salariés. Donc, c'est important. Et le point clé pour nous, c'est la direction des ressources humaines. Est-ce que j'ai une autre question? Ah, Monsieur Ruiz. Quelle piste donnez-vous pour développer le maintien à domicile des aidants des personnes, le maintien à domicile des aidants des personnes âgées? Vous voulez dire, alors, maintenir à domicile les aidants qui accompagnent une personne âgée. En fait, c'est le télétravail, si j'ai bien compris votre question. Le télétravail est effectivement une solution qui peut être intéressante pour les aidants, à condition que celui-ci soit partiel et, je dirais, ne représente que, de notre avis, 15 à 20% du temps. Il est important que l'aidant familial puisse revenir à l'entreprise et continuer à avoir du lien social. Très souvent, comme je vous disais, les aidants n'ont plus le temps de voir leurs amis, n'ont plus le temps de faire des dîners parce qu'il faut faire garder le proche, ça coûte cher, c'est compliqué. Et donc, ils passent de leur travail à leur vie d'aidant et de la vie d'aidant au travail. C'est important, c'est important qu'ils puissent revenir à l'entreprise régulièrement. Mais ça leur permet aussi d'avoir une démarche de soutien auprès de leurs proches avec le télétravail, sachant que je crois que ça pose quelques problèmes juridiques encore aujourd'hui qui sont tolérés par la direction des ressources humaines dans la mesure où quand vous êtes en télétravail, vous êtes censé être à votre domicile. Alors si vous accompagnez, si votre proche est à votre domicile, si vos parents sont à votre domicile, ça ne pose pas de problème. Mais si vos parents, vous allez les voir tous les jours, ils habitent une maison individuelle qui est leur maison, légalement, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut, compte tenu de la crise sanitaire, ne pensez-vous pas que le sujet risque d'être mis de côté par les DRH au profit des mesures prises? Alors justement, donc, il y a le risque, c'est que les DRH puissent dire, ben ça, on s'en occupera plus tard. En fait, ce qu'on essaye de démontrer aux DRH, c'est en disant, attendez, si vous oubliez vos salariés aidants familiaux, qui sont en grande difficulté, qui sont en encore plus grande difficulté parce qu'ils sont épuisés dans le cadre de la reprise par ces 2 mois et demi de confinement avec leurs proches, vous allez oublier 20% de vos salariés et ça va complètement handicaper la dynamique globale de reprise d'entreprise et les modalités de fédération, de fédérer, je veux dire, vos salariés. Donc, le fait de les accompagner est un excellent levier pour que tous les collaborateurs d'entreprise puissent se dire, eh ben, si jamais nous, ça nous arrive, eh ben, on sera aussi accompagné. Et donc, du coup, ce que fait l'entreprise aujourd'hui dans le cadre de la reprise du travail en sortie de confinement, on va plus s'intéresser à cette démarche parce qu'on retrouve des valeurs que l'on a connues pendant le confinement, que sont la solidarité, le partage et la reconnaissance. Le fait de reconnaître un collaborateur aidant et de dire c'est pas un maillon faible, c'est quelqu'un qui a des potentiels, c'est Serge Guérin. Voilà. Serge Guérin, le sociologue dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, Serge Guérin a une phrase extraordinaire. Il dit la chose suivante, il dit un salarié aidant familial qui vient de travailler, même s'il s'absente très 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 souvent, c'est que quelque part il a les ressources. Ce qui lui manque, c'est la boîte à outils et l'accompagnement pour concilier au mieux sa vie perso et sa vie pro. Sachant que
quand vous accompagnez un aidant, vous développez tout un tas de soft skills en matière de gestion du stress, de bienveillance, de communication, de priorisation des choses que les aidants vont mettre en application dans leur vie professionnelle et en matière de bienveillance et de dialogue aux autres aussi dans le rapport entre salariés. Et ça fait partie de la recette du lien entre tous les collaborateurs. Moi, je peux même vous dire qu'un jour, j'étais provocateur. J'étais avec un grand groupe de distribution avec la DRH et elle me disait, j'ai combien d'aidants familiaux dans mon entreprise? J'ai dit, vous avez 100% d'aidants familiaux. Elle me dit, c'est pas possible. J'ai dit, si, vous avez 25, 20 ou 25%, parce que vous avez beaucoup de femmes qui sont aidants familiaux, mais dites-vous que parmi vos collaborateurs, ils le seront tous un jour ou l'autre. C'est inéluctable, c'est une évolution sociétale contre laquelle on ne peut pas aller. Donc, en prenant soin de vos collaborateurs aidants, vous allez éveiller dans la conscience des autres collaborateurs le fait que si ça leur arrive à eux, ils seront aussi accompagnés. Et donc ça crée une dynamique positive dans l'entreprise. Donc effectivement, le risque, c'est qu'en toute la crise, on soit dans l'urgence et qu'on traite ce que l'on pense être des priorités opérationnelles et que l'on oublie un critère essentiel que sont les aidants familiaux qui en fait peuvent être un immense levier pour fédérer l'ensemble des collaborateurs. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, dans le chat. Dans le chat, il y a quelques questions. Le statut des aidants, on l'a vu. Aurons-nous le document présenté? Le document présenté et le webinaire seront disponibles sur LinkedIn. Ils seront mis en ligne dans les jours qui viennent. Un replay sera envoyé. Et pour nous contacter, vous pouvez me contacter sur... je vous donne mon mail, c'est H comme Henri, L comme Louis, S comme Suzanne, @ formel, formel.fr. Autrement, vous avez www.formel.fr, www.formel.fr avec 2 L, formel, sur lequel vous avez un mail contact aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vous remercie d'avoir écouté. On avait dit 45 minutes, on est dans le timing. Il est déjà 18h17. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous voulez revoir les documents, oui, il y a Anne Latti qui avait posé une question sur les managers qui sont loin du sujet. Attendez, je fais dérouler. Oui, effectivement, les managers sont souvent pas au fait du sujet. Et c'est pour ça que dans la démarche globale, il nous paraît important de sensibiliser les managers sur le sujet. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était important de les sensibiliser à l'échelle macroéconomique, parce que c'est une nouvelle donne sociétale. Pour vous donner un exemple, certaines études disent que en matière de perte de productivité, d'absentéisme, etc., le coût des aidants, c'est 20 milliards d'euros par an. Donc, c'est non négligeable. Et il y a une étude qui a été faite par Serge Guérin et Novartis, je crois, où ils ont modélisé le fait. Ils ont dit, imaginons que les aidants familiaux se mettent tous en grève et qu'on les remplace par des auxiliaires de vie sociale à raison de 25 heures par semaine payées au SMIG. Vous calculez, vous amuserez à faire le calcul. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, ils font toujours le même chiffre. Ça coûterait à l'État, s'il devait le prendre en charge, une enveloppe budgétaire de 160 à 180 milliards d'euros. À titre d'exemple, le budget de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est 200 milliards d'euros. Donc, c'est pour ça que Serge Guérin dit les aidants sont les héros des temps modernes parce qu'ils participent à l'équilibre et au pilier de notre économie de santé aujourd'hui qui est très fragile. Deuxième chose aussi pour les managers, oui, donc je suis sorti du fil de ma pensée. C'est important aussi de sensibiliser les managers, on les sensibilise, on les forme sur des jeux de rôle parce qu'il est important aussi que, d'une part, ils puissent reconnaître un collaborateur aidant familial. Quels sont les signes? Il s'absente, il est moins performant, il remet ses rapports ou ses missions avec du retard, il est souvent un peu replié sur lui-même, etc. Donc, reconnaître les signes. Deuxièmement, c'est important de savoir aborder le sujet aussi, parce qu'on est privé, on n'est pas aux États-Unis, on ne se tape pas sur l'épaule en disant ton grand-père ou ta mère, ça va, son cancer est toujours vivante. Non, nous, on est des latins, c'est un peu différent. On aborde des sujets avec une autre logique. Et c'est important de leur donner les outils pour qu'ils abordent le sujet et surtout pour qu'ils aient connaissance
et leur donner les fondamentaux des outils qui existent dans l'entreprise, à la fois des dispositifs de congé, des dispositifs d'aide, que ce soit les dispositifs légaux, les dispositifs qui ont pu être négociés avec des IRP ou des accords de branche, et les accompagnements que l'entreprise peut mettre en place, donc avec Formel ou avec d'autres structures. Mais c'est important qu'ils puissent être aussi conseillés auprès de leurs collaborateurs et dire, mais on a des solutions d'entreprise. Et très souvent, les managers ne sont pas au courant des dispositifs. Je pouvais me dire que j'étais avec, il n'y a pas très longtemps, c'est en décembre 2019, donc je ne parle pas des calendriers grecs, hein, je parle d'une période très récente, avec une DRH d'un groupe de 9000 personnes, avec qui on va travailler très prochainement, qui me disait, moi j'ai découvert la question des aidants en décembre, parce que j'ai un collaborateur qui est venu me demander un congé solidarité. Et je ne savais même pas ce que c'était. Donc, voilà. Donc, on arrive à des situations qui sont un peu US de temps en temps sur un sujet qui est un sujet qui représente une fraction de la population qui est importante. Dites-vous que à l'aube de 5 ans, vous aurez 17 millions d'aidants familiaux en France. C'est énorme, donc, dont 50% travailleront. D'autres questions? Oui, les managers sont parfois dans eux-mêmes. Oui, ça arrive. On a eu des groupes de salariés dans lesquels on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des managers. Donc, un manager peut être aussi aidant familial. Et dans ce cas-là, souvent, c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui de se révéler parce que c'est pas une peur de discrimination, mais c'est une peur de révéler une situation qui est une situation qui sera comparable à celle d'un collaborateur. Et donc, ça va peut-être casser la chaîne de hiérarchisation. Donc, il y a toutes ces valeurs sociétales, il faut les faire bouger aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important, mais on retrouve parfois des managers qui sont aidants familiaux, mais le fait de les former permet aussi de faire en sorte que quand ils se reconnaissent en tant qu'aidant familial, et bien de leur propre fait, ils vont participer à un groupe avec leurs collaborateurs qui sont salariés, et du coup, ça crée une émulation qui est hyper intéressante. Selon vous, les avantages sont plus de performance ou de marque employeur à court et moyen terme? La performance, on la retrouve à court terme, enfin, en général, enfin, tout dépend ce qu'on a pas en court terme ou moyen terme. Quand on a les retours d'absentéisme, ils sont mesurés par rapport au premier jour des accompagnements, ils sont mesurés de façon positive au bout de 10 mois à peu près. Donc, entre 8 et 10 mois. Donc, c'est un retour assez significatif. Pour le retour à la marque employeur, il faut que cette dynamique d'accompagnement des salariés soit pérenne dans l'entreprise. Alors nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui sont fidèles, puisqu'on a un taux de récurrence qui est proche de 75% aujourd'hui, avec un taux d'absentéisme dans les formations qui est proche de 0%. Donc, plus on accompagne les personnes en entreprise, plus l'information circule, plus la dynamique se fait, plus se créent des groupes d'aidants en entreprise, et plus cette logique de partage, de solidarité entre collaborateurs et de transmission de cette information aux autres salariés qui ne sont pas aidants se fait, et plus la marque employeur se développe. Après, c'est à l'entreprise à communiquer là-dessus de façon pertinente et intelligente. Donc, on a une réponse à court terme en matière de rentabilité et une réponse à moyen terme, mais qu'on peut raccourcir si on a une communication et une stratégie de dire je ne fais pas ça one shot, mais je le fais parce que j'ai une véritable volonté de mettre en place une action de RSE, de QVT et d'intégrer mes nouveaux modes de fonctionnement avec les évolutions sociétales. Ah, je vois que Michel Rofas est parti, sans doute. Michel Rofas aussi, qui est le directeur de la formation de l'ATCOR, qui a été avec Airbus l'un de nos premiers clients partenaires. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais arrêter le webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. Et encore une fois, donc, il sera visible en replay sur LinkedIn, je suis le dire. Et ensuite, pour avoir mon mail, vous pouvez aller sur le site où je vous le redonne, c'est hls@formel avec 2l.fr. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et merci de votre présence. Au revoir. Je laisse les derniers messages arriver. Et je coupe.